Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle année 2022. Et je ne vous cache vraiment pas ma joie de vous retrouver dans cette émission avec toujours plus de personnalités, de découvertes et de coups de cœur. Et aujourd'hui, mon invité est le DJ et producteur Michael Canitro, organisateur d'événements, notamment avec la création des soirées So Happy in Paris dans les plus grandes salles de France. Il s'attaque désormais aux monuments, comme ce 31 décembre au château de Chantilly pour passer à la nouvelle année. Vous verrez que son univers est plus engagé que l'électro puisque sa musique se combine ainsi et désormais avec notre patrimoine et nos monuments français. Alors sans transition, on parle de Monumental dans un instant en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est une fusée en direct, comme vous dites. Bonjour Michael Canitro. Bonjour. Alors, on est passé avec vous vendredi soir à l'ère 2022 en direct sur France 2 avec donc une expérience unique au château de Chantilly qui est clairement à l'image de votre projet musical Monumental Tour. C'est hypnotique. Est-ce que vous êtes heureux de passer de 2021 à 2022 avec nous en direct ? Absolument. Quelle expérience vraiment fantastique. Voilà, le fait de pouvoir jouer et de pouvoir accompagner finalement la France et tous les Français sur le passage à la nouvelle année et puis en même temps d'essayer de leur donner un peu de lumière, un peu de joie. Voilà, c'était une grande fierté. Alors, près de 2,5 millions de téléspectateurs, de 6,5 millions de téléspectateurs, c'est ce que vous nous avez dit, c'est pour le coup vraiment monumental. On va en parler bien sûr dans un instant de cette expérience incroyable, mais d'abord, je l'ai dit en préambule de cette émission, vous êtes DJ depuis un bon nombre d'années, on va parler du début, on va pas citer votre âge parce qu'il est classé top secret, Absolument, a priori. c'est top secret. Top secret, ok, on le laisse classer, mais à la louche, je veux quand même dire moi ce que je pense, vous allez avoir une petite trentaine d'années, on a peut-être même le même âge, et comme l'objectif est de vous découvrir pleinement, je vais vous poser d'abord cette question qui est toute simple et naturelle, comment cette passion pour la musique ? Depuis tout petit, et c'est là que effectivement je fais un coucou à mes parents puisque j'ai baigné dans un univers musical depuis tout petit à la maison avec des parents qui avaient une salle remplie de disques qui était une discothèque à la maison, et du coup j'ai pu toucher, écouter les vinyles depuis tout petit, et ça m'a forcément donné une passion certaine pour le disque et puis pour le fait de le partager avec les gens. Mais écoutez, c'est bien partagé. Très vite, vous êtes devenu DJ. Après ça, producteur de vos sons, de vos événements. Vous êtes devenu organisateur de grands événements, notamment de soirées itinérantes, comme on appelle ça, So Happy in Paris, qui ont eu lieu régulièrement dans des salles parisiennes. Alors pour les plus grands, l'Olympia en 2013, où vous avez transformé la salle de concert en piste de danse géante, avec toujours cette volonté de mélanger musique, effets lumineux, effets visuels, vidéo 3D, ce qu'on retrouve aussi dans le Monumental Tour, et rétroprojection entourée de nombreuses stars des platines, au Queen aussi, ou encore au premier étage de la Tour Eiffel en 2010. Mais d'abord, les bains-douches en 2000. Ouais, les bains-douches, le premier club à Paris où j'ai eu la chance d'évoluer dans cet endroit mythique, et puis d'avoir aussi la possibilité de côtoyer Cathy et David Guetta qui m'ont donné ma chance tout au début, et puis je me souviens très bien d'ailleurs la première soirée sur laquelle ils m'ont fait confiance. C'était une date qui n'était pas évidente puisque c'était un 2 janvier, donc vraiment juste après le réveillon, une date pas évidente où les gens ont déjà dansé, profité. Ne sortent pas en général. Et ils m'ont dit prends cette date. Du coup j'ai appelé tous mes potes, j'ai passé tout mon réveillon à appeler tout le monde, et au final la soirée a été un succès. Et puis de fil en aiguille, après j'ai pu avoir des dates meilleures, des vendredis, des samedis soirs, et puis c'est parti ensuite. D'ailleurs dans les potes, j'ai Fabrice Dayan qui m'a dit de vous embrasser, c'était le côté un petit peu perso, c'est lancé. Qui est le DJ résident du Rasputin pour ceux qui connaissent. Alors bien sûr vous voyagez, vous mixez partout dans le monde et surtout au Brésil où vous êtes je crois assez connu, mais vous êtes aussi reconnu en France pour vos collaborations avec les plus grandes marques de luxe qu'on ne peut pas citer, mais vous pensez, vous concevez, vous mettez en scène des ambiances musicales à chaque fois sur mesure. Vous avez aussi ambiancé la montée des marches du Festival de Cannes.
Et puis en 2017, vous avez posé vos platines aux Invalides pour fêter l'investiture d'Emmanuel Macron. C'est là où au Louvre. Au Louvre, pardon. Ouais, au Louvre. Et comment ce choix a été fait? Parce que moi, je vous avais vu là-bas. Et est-ce que c'est né d'une rencontre ou d'une opportunité? Je m'étais posé la question. Dites-nous. D'une rencontre, effectivement, de personnes qui travaillaient avec lui et qui m'avaient déjà contacté au moment de la campagne pour faire quelques événements. Je souhaitais pas m'engager dans une campagne. C'est pas mon rôle vraiment justement. On a toujours cette crainte d'être affilié à un parti. D'accompagner en tout cas un candidat et ensuite ils m'ont rappelé pour l'élection et là du coup il était président, donc là c'était différent, le message était différent, je mixais pour tous les Français et le président élu, donc là j'étais ravi d'y participer et du coup je me suis retrouvé sur la scène du Louvre devant la pyramide exactement pour jouer pour cette date là qui a été retransmise dans le monde entier. C'est marrant, je m'en souviens parce que j'avais des messages d'amis qui étaient en Russie, aux États-Unis, j'ai eu des messages dans tous les sens alors que moi je mesurais pas du tout l'impact. Pour moi je mixais à Paris et j'étais très content d'être dans ma ville, mais une répercussion en tout cas assez impressionnante. Ouais. Alors justement cette répercussion, vous parlez de la pyramide du Louvre, est-ce que c'est cette expérience-là qui vous a donné envie de créer le Monumental Tour? Le Monumental Tour est né bien avant, en tout cas dans ma tête déjà. Puisque j'ai depuis tout petit, je nourris une passion aussi pour la culture, l'histoire, le patrimoine. J'ai visité énormément de châteaux, de musées quand j'étais petit et forcément c'est une de mes passions et la deuxième c'est la musique électronique. Donc l'idée du Monumental c'était vraiment de faire rencontrer ces deux passions et de les faire dialoguer entre elles. Et donc voilà, c'est quelque chose finalement de bien plus ancien, on va dire, en termes vraiment de projet. Et puis ensuite j'ai toujours aimé situer ma musique en dehors des sentiers battus, sortir justement des clubs, des festivals pour la présenter à un public beaucoup plus large, comme on a pu dire tout à l'heure sur par exemple la Tour Eiffel, c'était en 2010, l'Olympia en 2013. Donc l'idée c'est un peu de toujours présenter la musique dans des lieux exceptionnels et de la faire découvrir justement sous un angle nouveau. Et le Monumental Tour va dans cette continuité-là. Et le vrai détonateur de cette partie, c'est la fête de la musique en 2018. Où j'ai fait une fête de la musique dans la cour de la Monnaie de Paris. Et il y a eu 5000 personnes qui sont venues, une énergie incroyable dans cette cour. Et les gens, à la fin, m'ont dit il faut absolument que tu fasses une tournée de ce concept-là. Et le Monumental Tour est né clairement juste après cette fête de la musique 2018. Ah oui, donc c'était un petit peu plus tôt que 2019, chose que je pensais au départ. Alors justement, on va en parler de ce Monumental Tour. On va l'expliquer à nos auditeurs pour ceux qui ne le visualisent pas. C'est un live show assez unique. Pour le coup, vous l'avez donné au château de Chantilly à la télé pour fêter cette nouvelle année sur France 2. Mais vous êtes aussi passé par le château de Vincennes, le Mont Saint-Michel en septembre dernier, avec plus d'1 million de vues sur le net et une diffusion sur C8, le phare des baleines aussi, à l'île de Ré, la cité de l'automobile, le château de Pierrefonds au mois de décembre. Vous offrez au public en fait votre musique électro, vous mixez devant de grands édifices donc de notre patrimoine et vous le combinez dans une expérience unique avec des effets sur les monuments extrêmement calibrés. On appelle ça le mapping. Oui, c'est ça. C'est le Monumental Tour, c'est la rencontre entre la musique électronique, le patrimoine, donc l'architecture, et la création contemporaine, la création digitale, avec le mapping, donc des projections vidéo qui viennent réinterpréter l'architecture, et ensuite une mise en lumière qui vient ponctuer tout ça. Et une projection d'œuvres digitales. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'on trouve par exemple au musée, on peut l'avoir projeté sur le monument. Alors ça, on va dire, c'est beaucoup de mappings qu'on voit actuellement et qu'on peut voir un peu partout. C'est des mappings vraiment qui sont historiques, on va dire. Et nous, on a une vision différente, c'est qu'on apporte quelque chose de beaucoup plus artistique et beaucoup plus abstrait. Mm-hmm. On utilise bien entendu les éléments de l'histoire de l'architecture, mais on se donne une certaine liberté pour les réinterpréter. Et du coup, c'est beaucoup plus abstrait. Et des fois, même, on va beaucoup plus loin avec des collaborations qui n'ont rien à voir avec le monument, mais qui nous inspire des choses, comme par exemple un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, où on a la possibilité en fait d'utiliser les plus belles images que eux prennent depuis leur satellite de la Terre, et on les réinterprète, on les remixe et on les diffuse sur des pierres millénaires. Un peu plus contemporain. On va dire ça comme ça. Comment vous définissez cette expérience de nuit ? Parce que ça reste de nuit, forcément, pour pouvoir voir la projection et la luminosité, il faut que ce soit dans le noir. Dans ces lieux exceptionnels, comment on peut définir cette expérience assez extraordinaire ? C'est un regard nouveau sur le patrimoine. C'est une vision effectivement contemporaine
monuments, on va dire millénaires pour la plupart. C'est notre volonté, c'est vraiment de présenter ça à un public plus large, sous un angle nouveau. Donc ça va dans les deux sens. On essaye de finalement démocratiser la musique électronique auprès de tous les publics en leur proposant une expérience, un show immersif et très visuel. Et en même temps, on essaye aussi d'attirer les jeunes qui sont plus sensibles à cette musique en leur disant on a aussi la chance en France d'avoir des monuments exceptionnels, faisons en sorte de les préserver et qui puissent continuer à nous inspirer. On peut aussi se les approprier et faire des événements comme ça. Donc ça va vraiment dans les deux sens, c'est intergénérationnel. La question que je voulais vous poser, c'est les préparatifs. Comment vous pensez, vous faites la scénographie de ce mapping grandeur nature, mais aussi vous dites au départ, voilà, j'aimerais que ce soit là. Quel est le temps entre l'idée du projet et puis le grand final? On n'a jamais assez de temps pour ce genre de projet, c'est toujours un peu comme ça. Déjà, tout part d'un coup de cœur, d'un site qui m'inspire et qui me donne envie d'être investi et de présenter un show ici. Donc ça part vraiment d'un coup de cœur déjà personnel, et puis ensuite il y a une étude un peu plus technique pour savoir vraiment si le projet est réalisable. Avec des artificiers ? Avec des artificiers, avec des techniciens, avec des personnes en charge de la vidéo, de la lumière, du son, et puis il y a tout un aspect logistique aussi. Vous avez des contraintes, j'imagine, qui sont extrêmement importantes, puisque c'est vrai que c'est des lieux qui sont pas du tout faits pour ça et qui sont pas étudiés et qui n'ont pas été étudiés pour ça d'ailleurs. Donc il y a toujours un vrai challenge technique, artistique et humain autour de chaque événement. Et puis ensuite, une fois que le coup de cœur est passé et qu'on se dit ok, ici on peut faire quelque chose et en même temps ça va nous inspirer, tout part de la musique. Donc je crée une bande son qui est inspirée par le lieu, et ensuite on va construire le show autour de cette musique, la lumière, les images, voilà, tout ça. Vous partez du set au départ, vous n'adaptez pas le set aux images. C'est la musique qui prend le lead. Qui prend le dessus, ok. Et combien de temps de travail ça représente un petit peu? C'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois, 6 mois? C'est en moyenne, c'est à peu près 6 mois d'études et de travail sur un projet, et puis après vraiment le travail effectif c'est 2-3 mois. Est-ce qu'il y a des monuments qui vous ont dit non? Il y en a qui nous ont dit non au début, énormément d'ailleurs, et le projet aussi porte en tout cas c'est quelque chose que je porte de façon très forte, c'est la démocratisation de cette musique, et finalement aussi casser des a priori. Il y a beaucoup de gens qui associent musique électronique à rave party, etc. Alors qu'on est dans une expérience qui n'a rien à voir avec les rave party. Et il a fallu rassurer, il a fallu convaincre au début. On a eu beaucoup de portes qui étaient fermées, des gens aussi qui nous acceptaient, mais finalement à demi-mesure, en nous mettant des contraintes extrêmement importantes sur les jauges de public, parce qu'au début il y avait du public en 2019. Donc il a fallu... Maintenant c'est uniquement en streaming. Pour l'instant, mais l'objectif du projet c'est de revenir effectivement avec le public le plus vite possible. Donc oui, il a fallu rassurer, il a fallu convaincre, et la plus belle récompense pour nous, c'est que le projet maintenant depuis quelques mois est placé sous le patronage de l'UNESCO. Donc ça lui donne une vraie crédibilité, une légitimité, et maintenant c'est vrai qu'on a un peu moins de difficultés à trouver les sites, surtout après le Mont-Saint-Michel, après tous les événements qu'on a pu faire. Mais au début, il a fallu se battre. C'est ce que j'allais vous demander. Qui sont les personnes qui sont derrière ce projet? Parce qu'il est faramineux, bien évidemment. On se doute que financièrement, il faut vraiment le financer. Il y a l'UNESCO avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres sponsors? Il y a un partenaire historique qui est cofondateur avec nous, alors je ne sais pas si on peut le citer, mais qui est une grande banque qui s'appelle le Crédit Mutuel, qui finance la musique en France depuis maintenant plus de 20 ans. On va dire la Poste et la Bred, comme ça on ne se risque en rien. Mais effectivement, eux en tout cas nous ont aidés dans un moment qui était assez difficile, puisqu'on a vraiment lancé le projet au début tout seul. Sans forcément avoir de soutien comme l'UNESCO, etc. Et ils nous ont soutenus dès le début, ils ont cru dans le projet, et même au plus grand moment de la crise sanitaire, ils étaient encore avec nous, et c'est là où on a pu réinventer le projet en stream aussi. Donc eux, c'est le partenaire le plus important. Et puis ensuite, il y a un autre partenaire qui est essentiel, qui est le Centre des Monuments Nationaux, qui dirige à peu près une centaine de sites en France, en passant de l'Arc de Triomphe jusqu'au Mont-Saint-Michel, justement. Donc eux, on a créé une vraie relation de confiance avec eux, et ils nous ouvrent les portes de leur site maintenant. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, il y a des partenaires techniques qui sont là pour nous aider à réaliser tout ça, parce que voilà, il y a beaucoup de techniques derrière, au niveau lumière, au niveau vidéo, au niveau son, bien évidemment.
Donc voilà, il y a toute une équipe de partenaires et puis ensuite une team de passionnés. De personnes qui... Dans les passionnés, il y a, j'imagine, Stéphane Bern ou pas? Il y a Stéphane Bern aussi qui nous a aidés, qui sait, en tout cas, qui a joué un vrai rôle de parrain sur cet événement et puis qui nous a ouvert certaines portes et qui nous a permis aussi de renforcer justement la crédibilité parce qu'au début, c'était pas gagné comme on l'a dit. Alors, certains disent de vous que vous êtes le Bern des platines. Je crois que vous aimez bien. Est-ce qu'on peut penser que Bern va devenir le Bern des platines pour le coup, puisque je crois que c'est aussi un de vos objectifs d'avoir Stéphane Bern avec vous sur une date? Ça serait sympa Après, il suit énormément le projet et puis on échange ensemble. Là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur cette date du 31 à Chantilly où lui présentait et du coup moi je faisais la musique. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas de extrêmement important pour la culture en France et le fait qu'il soutienne aussi finalement une musique qui n'est pas forcément la sienne, il faut le dire. Ça prouve en tout cas sa grande générosité et puis tout simplement voilà sa bienveillance envers la culture et le patrimoine. Le prochain rendez-vous, Michael Canitrot, le rendez-vous rêvé ou le rendez-vous programmé, c'est quoi? Il y en a pas mal. Il y a on est en train de travailler sur plusieurs dates pour cette année. On peut pas encore en parler parce que ça reste encore des projets qui sont en négociation. Et puis on va reprendre tout ça au moment des beaux jours. Et puis là, la vraie volonté, c'est de pouvoir retrouver le public. Donc, d'avoir ces événements monumentaux avec 2-3 000 personnes en face et avoir une vraie symbiose avec le public. Justement, cette symbiose avec le public, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais je sais que dans les monuments rêvés, il y a Château-Vaux-le-Vicomte, qui est, je crois, le monument que vous préférez. Donc, gardez-nous ça top secret. On va vous suivre, bien évidemment. Personnellement, j'aimerais beaucoup Notre-Dame. Voilà, c'est lancé. Ce défi humain, artistique, avec donc une volonté de parcourir les 4 coins de la France. Dernière question sur le sujet, est-ce que vous pensez à l'internationaliser ? Oui, on a déjà des demandes de certains pays qui s'intéressent au projet et qui nous demandent comment on pourrait effectivement développer le projet. C'est compliqué parce que pour l'instant c'est surtout des questions de financement. On va pas se le cacher. Maintenant, s'il y a une volonté d'un pays de nous accueillir, ça sera effectivement envisageable. Après, pour l'instant, ça reste que des projets à l'étude, mais c'est sûr que le terrain de jeu en Europe et même au-delà est extrêmement intéressant. Il y a des sites qui m'inspirent énormément, donc je le souhaite. Bon, on vous le souhaite aussi. Michael Canitrot, on va revenir un petit peu à vos débuts parce que ça m'intéresse aussi. Vous avez sorti un premier single qui a été reconnu, qui s'appelle Désir. On écoute un petit bout. Ouais. Voilà, ça c'est votre premier single, donc Désir, c'était en 2009, ça a été suivi de You and I, When You Got Love, Leave Me Now, Blue Collision et White Escape et vos compilations mixées, bien évidemment. Cela faisait un petit moment depuis 2016 qu'on vous attendait et alors vous sortez aujourd'hui, il faut en parler, votre titre électro-vocal, Falling, en featuring avec le renommé chanteur anglais Sion, c'est comme ça qu'on dit ? Sion, ok. Et la révélation Coco en guest, on écoute un petit bout. Michael Canitrot, est-ce que ce titre est à l'image de votre univers ? L'univers actuel, oui. L'univers actuel. C'est un titre qui m'a été inspiré par l'expérience monumentale. Donc c'est des nouveaux titres. Il y a Falling bien évidemment, mais il y en a d'autres qui arrivent puisque je travaille sur un projet beaucoup plus large avec beaucoup de titres en préparation. Et voilà, c'est un univers, on va dire,
plus cinématographique, électronique, on va dire cinématographique, qui est peut-être un peu moins dance floor que ce que je faisais auparavant. Ça a été aussi clairement inspiré du fait que pendant quelques mois, je n'ai pas pu m'exprimer en club et que j'étais chez moi en train de penser ce concept monumental et de travailler en studio. Et je suis très content de pouvoir sortir Falling là, puisque c'est un titre que j'avais déjà présenté dans les éditions du Monumental, et là maintenant tout le monde peut l'avoir chez soi. Chez soi. Et on va suivre la suite, bien évidemment. Votre univers musical, il a longtemps été un peu éclectique. Il faut le dire, aujourd'hui il est plus défini. Comment on peut définir justement avec un mot cette musique? On dit deep house, on dit electro new, il y a tellement de termes. Oui, il y a beaucoup de sous-familles dans la musique de l'électro, donc c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver. Là, on va dire qu'on est dans quelque chose de deep, mélodique entre la house et la techno, quoi. Michael Canitrot, je crois que vous aimez la transmission, on l'a entendu, bien évidemment avec le patrimoine, votre musique aussi, cette combinaison. Mais je crois que vous avez à un moment donné coaché des jeunes talents. Est-ce que vous le faites encore? Est-ce que ça fait partie de vos motivations? Et si je vous pose cette question, c'est parce que je sais qu'il y a sans doute des jeunes derrière leur poste qui se disent que ils aimeraient eux aussi devenir Michael Canitrot. Et c'est en tout cas un des messages aussi qu'on souhaite, que je souhaite porter et que toute l'équipe du Monumental porte à travers les événements. Sur chacune des dates qu'on a faites jusqu'à présent, qu'elles soient en public ou en streaming, il y a toujours eu des premières parties avec des tremplins qu'on organise justement pour inviter des jeunes talents à pouvoir mixer dans un site exceptionnel. Ça leur fait une carte de visite, ensuite un tremplin pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, de pouvoir finalement arriver, moi bien évidemment faire mon show au Mont-Saint-Michel, c'est génial, mais si en même temps il peut y avoir des jeunes talents qui font la première partie et que pour eux ça puisse leur servir, c'est extrêmement important, et on va continuer dans ce sens-là. Donc tous ceux qui veulent participer au futur tremplin du Monumental, ils peuvent rejoindre les réseaux sociaux du Monumental. Il y a des annonces régulières sur les prochains tremplins, ils peuvent participer en espérant qu'ils gagnent et puis qu'ils puissent mixer sur un site exceptionnel. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils vous envoient une maquette, j'imagine? Alors tout se passe en fait par une plateforme qui s'appelle Refix, une plateforme musicale où les jeunes peuvent déposer en fait leur mix et leur démo sur ce site, et puis ensuite il y a un vote du public dans un premier temps qui sélectionne les 10 ou les 20 sets ou artistes qu'ils ont préférés, et puis ensuite un jury qui le jury fait le choix. Le jury fait le choix. J'imagine que vous en faites partie. Absolument.